iconographie. Alors ce qu'on va faire, on va commencer maintenant dans l'histoire du Myanmar, la première civilisation, la civilisation Piu. Les Piu sont une ethnie qui provient du sud de la Chine, qui est entrée dans le Myanmar environ au 1er siècle avant notre ère, et puis qui a eu, au cours des temps, certainement à partir du 4e siècle, une économie très, très forte, dans des villes séparées. Alors on parle de villes-États. Et à partir du 4e siècle, plusieurs de ces villes avaient leur propre monnaie. Et en ce qui concerne le bouddhisme, on trouve, on en a parlé tout à l'heure, l'entrée du bouddhisme Theravada en provenant du sud de l'Inde sur Tathon et ensuite la diffusion sur les cités Piu qui sont ici. À une époque, en voie de terre, des moines arrivèrent de l'Inde, du nord de l'Inde, et ils apportèrent également la religion Mahayana, le bouddhisme Mahayana, et la religion hindoue. Ces trois religions cohabitèrent sans problème dans la civilisation Piu. Il n'y avait pas d'hégémonie d'une religion sur l'autre. Cette civilisation Piu s'est désintégrée rapidement en 3 ans, entre 832 et 835 de notre ère, sous l'influence de migrations provenant du Yunnan, en Chine. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à cette époque? Il nous reste en particulier une des plus anciennes représentations du Bouddha dans le sud-est de l'Asie. C'est un reliquaire en or et argent repoussé qui provient de la capitale Piu, la ville la plus importante des États Piu, qui s'appelle Sri Setvar. Alors on y voit de nouveau le Bouddha en position de lotus. Il a un corps très, très puissant, des épaules larges. Les cheveux sont bouclés très distinctement. La bosse crânienne est une prolongation très douce de la crâne. On voit un nez très fort, très épaté, et les longues oreilles qui lui tombent sur les épaules, les marques du cou. Et on remarque aussi que ce Bouddha a peu de cou, le cou très bas. Et c'est une tendance artistique qui n'est pas proprement Piu, mais on va la retrouver plus tard. Voici un bronze Piu du 9e siècle. Alors, vous vous souvenez de ce qu'on a parlé de l'art Gupta, où les robes étaient très, très légères comme des voiles. Et voici de nouveau un exemple, cette fois-ci au Myanmar, d'un Bouddha debout, portant une robe tombant comme un voile, qui indique naturellement une relation entre l'Inde et le Myanmar à l'époque. Le cheveu est crépus, l'Ushmisa de nouveau est une prolongation très, très simple du crâne, le nez de nouveau assez épaté, on voit les lignes du cou, les oreilles très longues. Il y a un imbus derrière le visage du Bouddha avec une flamme. Ce qui m'a paru très intéressant en regardant cette figure, c'est que je me rappelle beaucoup une ethnie qui pourrait même être africaine. C'est très particulier, on ne voit pas, on ne peut pas associer ce visage très, très facilement avec les ethnies du Myanmar. Une autre représentation du Bouddha de la même époque, dans une mudra tout à fait particulière, qu'on appelle la mudra Karana, qui signifie l'éloignement des démons et enlever les obstacles. De nouveau en position de lotus, et également cette fois-ci on remarque un vêtement très très délicat, comme un voile, qui laisse apparaître une partie de la physionomie sous le voile. La tête maintenant est complètement différente du Bouddha qu'on vient de voir, très allongée, le nez aussi très fort, on retrouve des boucles sur le cheveu, et l'Ushmisa maintenant est assez bien marqué.
Alors en sommaire, en considérant ces objets, on peut conclure peut-être qu'à l'époque, les écoles bouddhistes dans la civilisation Pyu n'imposaient pas des canons très limités sur la manière de représenter les Bouddhas. Il y avait beaucoup de liberté dans la manière de le faire. Et on a parlé de ces physionomies très différentes. Et des caractéristiques, naturellement, les lobes des oreilles sont allongés, mais ne tombent pas sur les épaules. On a l'absence du troisième œil, de la marque sur le front. Et aussi, on ne trouve rien en dessus de la bosse crânienne. On verra que dans l'époque qui va suivre, tout va changer.